Voilà, avec, voilà, je touche à rien, les gens ils vont arriver. C'est bon, je peux parler. Ok. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Daniel. J'habite dans cet endroit, j'habite pas à Carmiel, j'habite à côté de Carmiel, mais je travaille depuis beaucoup d'années. Depuis 1986, je travaille sur Carmiel. Voilà. Alors, Fabienne, moi je vois que tu t'es présentée. Savoir quelle était ta spécialité en fait, quelle était ta profession pendant des années? Alors, j'ai étudié la psychomotricité en France. J'avais d'abord fait médecine et puis après je me suis réorientée vers la psychomotricité. J'ai travaillé 3 ans en France, 3-4 ans en fait. Déjà dans le domaine de la psychomotricité? Oui. J'avais commencé à travailler, en fait je m'étais éloignée de la région parisienne parce qu'il n'y avait pas de travail dans cette profession autour de Paris. Et j'étais arrivée à Mulhouse. Et là-bas, je me suis retrouvée dans la communauté juive, enfin les jeunes Alsaciens, ashkénazes de France que je ne connaissais pas du tout. Et disons que j'ai été surtout prise en charge, j'ai eu la chance en même temps d'arriver avec les shérifs, comment dit-on, les envoyés de Paris justement de l'agent juif, non, les envoyés, d'accord, du rabbin, enfin de la communauté, pour s'occuper de la communauté des jeunes. Ils étaient arrivés en même temps que moi à Mulhouse, ils venaient de Paris, c'était la petite fille du grand rabbin de Paris, d'ailleurs, Yolande et Meir Furt, qui sont arrivés. Et puis, comme je connais ces personnes là-bas, donc j'ai recherché un contact autour de la communauté. Et eux, ils m'ont pris en charge. Ah oui. Et surtout, ils m'ont fait connaître, je pense, le judaïsme, parce que moi, je ne connaissais absolument rien. Je suis d'une famille traditionnaliste, mais disons qu'à côté, on faisait les fêtes, quoi. C'est ce qu'on faisait, mais enfin, nous, à côté de ça, Toi, tu es née en France ou... Non, je suis née en Tunisie, mais je suis venue en France à l'âge de 2 ans. Donc, je ne connais pas du tout. Non. Et puis, en plus, on était dans une ville, dans la banlieue parisienne, où il n'y avait pas de juifs. On était pratiquement les seuls juifs. D'accord. Donc, j'ai été plus élevée, disons, dans le... Oui, à l'époque, ce qui était un petit peu à l'époque, c'était un peu de se fondre dans la masse, et puis puis on n'avait pas le choix, puis il n'y avait pas autre chose, en fait. Il n'y avait pas de structure encore bien établie. Oui. D'accord, voilà. Et tu es arrivé en Israël, peut-être que je te fais faire une répétition, mais tu es arrivé en Israël. Alors, comment d'ailleurs tu es arrivé en Israël? Je ne sais pas, parce que j'étais vraiment très, très éloignée du judaïsme. Je crois que je ne savais même pas où c'était Israël à l'époque. Et puis, à Mulhouse, j'ai été avec une amie qui, elle, m'a fait connaître plus Israël par les chansons, par un petit peu la politique, par les Tnouot HaNoach, par les mouvements des jeunes, tout ça. Je connaissais vraiment rien du tout. Et puis, je ne sais pas, un jour, j'ai décidé de partir comme ça. Comme ça, du jour au lendemain. Enfin, je pense qu'il y avait beaucoup de choses personnelles, beaucoup de... et envie de soleil aussi, peut-être, de voir autre chose. Non, j'aime bien la neige, j'aime bien la pluie. Ah bon? Non. Et au contraire, j'ai du mal à supporter la chaleur. Mais je ne sais pas, ça s'est fait comme ça. Je crois que mon chemin était tracé d'ailleurs. Et tu es arrivée où en Israël? Alors, quand je suis arrivée, j'ai été faire ce qu'on appelait l'Ulpan Taka. C'est un Ulpan universitaire. Et d'ailleurs, je recommande vraiment à tout le monde de faire des Ulpan dans les universités pour ceux qui pensent continuer leurs études, reprendre des études ou commencer une carrière académique, vraiment de ne pas se contenter des Ulpanim qu'on fait en ville, mais de faire... Oui, mais Ulpan à l'université, déjà, ça nous met dans l'ambiance. Et puis, je pense qu'ils sont de plus haut niveau.
Tu sais, Donc, souvent, il y a des gens qui posent des questions et qui demandent si leurs diplômes français sont reconnus. Alors, certains diplômes professionnels ne sont pas reconnus en Israël. Par contre, tout ce qu'on appelle les UE sont valides de la même manière qu'en Europe ici. Donc, souvent, il y a des gens qui peuvent intégrer un cursus universitaire et peut-être compléter en une année et obtenir directement un diplôme israélien, alors, ce qui est… ça se fait vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que aussi, c'est quelque chose que je conseille déjà à tous ceux qui veulent faire leur alia, c'est de ne pas passer, de ne pas attendre les bienfaits de l'agence juive, mais d'aller vous-même vous renseigner, d'envoyer vos diplômes au ministère de l'Éducation ici. Ceux qui sont intéressés, je vous donnerai toutes les adresses. De demander votre équivalence et d'aller voir dans les universités ce qu'on appelle les miklalot, c'est-à-dire les collèges universitaires, d'aller voir vous-même ce qu'on vous propose. Donc, il n'y a pratiquement aucune équivalence en Israël pour les diplômes français. Et Par ça, contre, les UE sont valables parce que moi, j'étais voir donc les unités, on parle des unités européennes, parce qu'aujourd'hui, la France fait partie du système européen. Voilà, donc ça, c'est au cas par cas. Il faut aller voir dans les normalement, est valable ici en Israël. Oui. Par contre, certains diplômes, souvent des diplômes qui font partie du domaine de la santé, il y a effectivement quelques difficultés. En effet, ils sont reconnus, mais pas par les branches professionnelles. Ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont malheureusement pas reconnus. Les médecins doivent repasser des examens, les pharmaciens également, les dentistes également. Bon, ça peut peut-être se comprendre aussi, mais il y a des professions qui ne sont pas du tout reconnues. La psychomotricité n'est pas du tout reconnue. En général en Israël ou les diplômes français? Malheureusement, il y a quelque chose au niveau des diplômes français. Enfin, j'avais entendu dire que c'était parce que aussi les diplômes israéliens n'étaient pas reconnus en France. Enfin, là, il y a un petit jeu politique dont on fait les frais. Tout à fait. Oui. D'accord. Et donc à ce moment-là, tu arrives en Israël ou à Haïfa? Non, je suis arrivée à Beersheva, à l'université de Beersheva, qui est vraiment très très chouette d'ailleurs. Et puis voilà, après, donc j'ai connu mon mari, donc je me suis mariée ici. Et aussi pour les jeunes, donc l'un des moyens meilleurs de l'intégration, c'est de se marier avec un autochtone, quelqu'un sur le sur le terrain, disons. Mais enfin, sinon, bon, si ça se fait pas, ça se fait pas. Il faut toujours essayer, il faut toujours tenter le coup. Voilà. Mais disons que ce qui va vraiment aider à l'intégration, ce sont les enfants. Donc, quand le mari est israélien, on n'a pas tellement le choix. On est vraiment obligé de s'intégrer et puis de faire un effort un petit peu plus que les autres. Évidemment. Et d'ailleurs, ton mari, j'ai eu l'occasion de lui parler l'autre jour, moi, ton salut. Très bien français. Oui. Très bien français. Oui, il a donc, ça a été un échange. On voit que c'est une famille ou un couple où il y a eu quand même beaucoup de… Chacun a appris un petit peu beaucoup de l'autre. Et c'est très bien comme ça. Je sais que quand on avait discuté au téléphone, tu nous avais parlé d'un message que tu aurais à donner sur avoir de l'initiative personnelle. Moi, c'est ce que j'ai un petit peu entendu dans ta petite réflexion quand tu disais ne faut pas attendre que la sortnoute vienne vous chercher, vous prendre par la main et puis il faut envoyer ses diplômes. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu là-dessus? La sortnoute, malheureusement… pas que la sortnoute, mais dans le caractère général de celui qui fait l'alia. Oui, effectivement. Oui, je crois que la meilleure personne qui nous connaisse, c'est nous-mêmes. Et puis, donc, on doit avoir un projet. Je pense que pour venir en Israël, on doit avoir un projet. Ce projet, il va se former au cours de la première année, de la deuxième année, pendant lesquelles on va être en Israël. Mais pour ça, il faut apprendre un petit peu à connaître les structures. Il faut se déplacer soi-même, il faut rentrer dans l'Internet, il faut aller voir les… Il faut vraiment s'immerger et surtout ne rien attendre de l'administration. Faire soi-même les démarches.
S'il y a des gens qui sont intéressés aussi bien du point de vue du travail que du point de vue universitaire, donc là je peux vraiment les aider. On a vraiment énormément d'informations, bien entendu, sur Internet, en hébreu, en anglais. Ça aide toujours d'avoir des gens qui sont éclairés parce qu'en fait, sur Internet, Oui. nous, ce qu'on voit en tout cas personnellement, c'est que les choses sont éparpillées. Alors, il faut s'imaginer quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue. On sait qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui traduisent automatiquement. Mais si vous voyez ce qui sort de ces logiciels-là pour quelqu'un qui a aucune idée de ce qu'est le système israélien, c'est vrai que avoir Oui. des gens qui conseillent, ça peut réellement aider. On va. Alors, toi, donc, du coup, tu es arrivé en Israël. Tu as passé tes diplômes, du coup, Non, ici à Beersheba. non, parce qu'à Beersheba, j'ai fait juste mon ULPAL. Et ensuite, comme mon mari habitait dans le nord, on est remonté dans le nord. On a habité d'abord à Akko, Saint-Jean-d'Acre. On est arrivé en même temps dans une. On avait acheté une maison, un appartement très très beau dans une nouvelle. Dans un nouveau voisinage, comme ça, dans un nouveau quartier pour les jeunes. Mais en même temps, il y a eu l'immigration qui venait de Géorgie, du Caucase et tout. Et en Israël, malheureusement, il y a encore cette tendance à grouper les gens en même temps, dans le même lieu. Et disons que ça a détruit carrément l'ambiance qu'il y avait là-bas. Et donc j'ai dit à mon mari, ou il me trouve autre chose, ou alors je rentre en France. Et disons qu'on a fait un petit peu on a appris ce que c'était que les mitzvim. Et on a fait le tour de ces endroits-là. Ce sont des villages communautaires. Et à cette époque, donc, l'agence juive était intéressée à donner le maximum de terrain pour les jeunes couples pour justement contrecarrer le développement des villages arabes en Galilée. Il y a beaucoup de villages arabes. C'est passé un petit peu la même chose qu'il y a aujourd'hui en Judée-Samarie, c'est-à-dire qu'on prend les hauteurs et l'idée, c'est un petit peu de créer quelques îlots dans un paysage qui était à l'époque sûrement majoritairement arabe et qui maintenant, quand vous allez dans Misgav, c'est toute une région en fait. C'est très joli d'ailleurs. Oui, c'est vraiment très, très, très joli et surtout c'est très bien administré. C'est-à-dire que tous ces villages-là sont groupés sous une administration, une municipalité qui est responsable. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a en France dans les groupements de communes. Ce qu'on a fait aujourd'hui dans les groupements de communes, des groupements de communes rurales, ça existe depuis les débuts de l'histoire d'Israël, mais c'est un petit peu nouveau en France. Et on regroupe une quinzaine de villages ensemble pour qu'ils aient des infrastructures éducatives, qu'ils aient des collèges, qu'ils aient des zones de travail. C'est quelque chose d'intéressant. Et disons que dans ces mitzvim-là, il y a eu aussi un choix. La population, entre guillemets, a été choisie. C'était des jeunes couples académiques qui avaient donc un certain niveau et donc justement pour essayer de remonter le niveau de la Galilée. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi à Carmiel. Donc du point de vue professionnel, je vais commencer à travailler d'abord à Haïfa, puis à Akko dans des structures qui s'occupaient d'enfants qui avaient des difficultés scolaires, des enfants avec des handicaps, avec différents handicaps, et je vais vous parler après du système scolaire spécialisé. Et après, quand on est parti dans cet endroit où on habite maintenant à côté de Carmiel, donc j'ai commencé à travailler à Carmiel dans un centre pour ce qu'on appelle un Merkaz Tifuli, un centre de rééducation. Centre de soins. Voilà, pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, comme ça on les appelle ici. Donc, si tu nous situes un petit peu dans les années 80, en 86. En 86, et juste Carmiel venait de s'ouvrir ce centre-là. Donc, on l'a mis en place et on a eu la chance d'avoir une directrice fantastique, très, très ouverte, qui nous a laissé vraiment les pleins pouvoirs entre
On était une équipe pluridisciplinaire entre. Vous étiez à l'avant-garde, vous Voilà. faisiez des essais en fait de ce qui pouvait convenir. Pas des essais, mais disons qu'on avait suffisamment de main libre pour appliquer les méthodes auxquelles on croyait. Donc, on était des physiothérapeutes, des psychologues, une psychologue, une orthophoniste, et puis moi, je travaillais en psychomotricité, même si ça n'était pas reconnu. J'avais cette chance de pouvoir C'est travailler. ça que j'aime dans l'esprit israélien, c'est-à-dire qu'on laisse toujours un champ aux gens pour qu'ils tentent leur chance. Moi, j'ai un peu l'impression. Oui, mais il faut c'est montrer il faut avoir des diplômes, il faut montrer des capacités. il faut montrer surtout qu'on veut, il faut montrer qu'on a des projets, il faut montrer qu'on sait ce qu'on fait et que en fait on a certaines choses qui vont nous faire avancer et si on y croit, donc les autres le croient aussi. Je pense qu'il faut déjà avoir, avoir de tout le respect, il faut avoir une sacrée force, une sacrée détermination pour aller s'imposer dans un pays qu'on connaît à peine. Je pense que tu es déjà quelques années en Israël, non, oui, mais mais il y a quand même un laps de temps d'adaptation et on reconnaît quand même un esprit fonceur. Quand même, il faut aller dans les endroits où ça avance, où voilà. ça crée. Il faut les chercher, c'est-à-dire que on peut continuer? Oui. Excusez-moi. J'ai commencé à travailler en fait sans pratiquement parler la langue. Et j'ai tout de suite été, je me suis lancée tout de suite. Ma sœur a fait la même chose. Elle Il y avait des francophones autour de... Pas du tout. Je crois que j'étais la seule française. Ça se passait en anglais? Non, en hébreu claudiquant comme ça, mais j'avais été voir de ma propre initiative l'inspecteur d'académie à Haïfa. Je lui avais exposé mon projet, ce que je faisais et tout. Et j'ai eu la chance de rencontrer juste chez lui l'une des grandes directrices d'un centre de rééducation. Elle m'a tout de suite entendue, elle m'a dit « je te prends avec moi ». Et j'ai commencé à travailler, mais vraiment, je ne parlais pas hébreu. J'ai commencé à travailler avec des enfants et je me suis lancée comme ça. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire tout de suite, le plus rapidement possible. Il ne faut pas attendre. Se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau. Et là, j'ai une jeune femme que j'ai formée, parce que je vous en parlerai, je fais des formations en France. Et j'ai une jeune femme que j'ai formée et qui a fait son alia ici à Netanya. Elle a fait son alia il y a 2 ans, même pas 1 an et demi. Et cette année, elle ouvre une crèche, par exemple, pour les enfants. Elle s'est lancée. On s'aperçoit que quand même, on s'aperçoit que ces derniers temps, par exemple en France, il y a pas mal d'horizons bouchés. On parle de French bashing. On a l'impression qu'on va y tenter des choses et que ça va être difficile. Mais en Israël, il y a quand même, bon déjà c'est un pays qui a une très bonne économie en ce moment, mais c'est surtout que on entend beaucoup de gens qui se lancent. Ils font des pérégrinations, c'est difficile, c'est pas facile, mais ils y arrivent. Oui. Avec de l'acharnement, on a une reconnaissance des compétences. Ça, tu l'as senti autour de toi, vraiment, cette émulation. C'est aussi de ma personnalité, quoi. Je fonce. Oui, ben ça. Mais je voudrais aussi un petit peu parler, je voudrais parler un petit peu du cadre, puisque c'est le sujet aujourd'hui, de l'éducation spécialisée. Parce qu'en Israël, on est très fort pour 2 choses. Pour la petite enfance et l'éducation spécialisée. C'est-à-dire que les ganim, les maternelles sont quand même assez différentes. On prend beaucoup en compte l'enfant. J'ai été très très choquée en France de voir que à l'âge de 4 ans, on oblige les enfants à écrire, on leur apprend à écrire déjà, alors qu'ici on va leur donner le temps de se développer, de jouer, de développer les aptitudes sociales. C'est-à-dire que la maîtresse ou la ganénette va pas forcément appliquer, il n'y a pas vraiment de programme. Il y a un programme, mais bien sûr. Elle a une variable quand même. Elle va voir qu'un enfant a plus de difficultés dans certains domaines. Il y a plus de flexibilité. On peut dire il y a plus aussi de connaissances.
parce que dans le système scolaire ici, les gananotes, les profs ont la chance d'avoir le droit de faire ce qu'on appelle des ishtalmouyot, des cours de formation continue. Et il y a énormément de sujets sur la petite enfance, sur l'éducation spécialisée. Alors, en fait, comment est construite l'éducation spécialisée ici? Il y a une équipe aussi qui est forte. Ils se réunissent souvent. Il y a des psychologues. Bien sûr. Tu vas nous en parler. Bien sûr, oui. Alors, déjà, le cadre général, c'est l'intégration. En Israël, on est pour l'intégration, mais en même temps, on a des structures qui sont spécialisées pour les enfants qui ne peuvent pas s'intégrer dans un milieu normal avec plus ou moins de soutien. Et on parle vraiment, quelqu'un a posé la question là de tout type de handicap. Oui, c'est tout type de handicap. C'est-à-dire qu'on va commencer par les enfants qui ont des difficultés scolaires, des difficultés à s'exprimer, ou voilà, à se faire des amis, parce qu'ils sont très à l'écoute, ils regardent déjà dès la crèche, dès la petite enfance, qui est-ce qui joue, pourquoi il reste de côté, pourquoi est-ce qu'il a des réactions un peu turbulentes, un peu violentes. Alors, les enfants sont tout de suite, dès la maternelle, dès la fin de la dernière année de maternelle, ils sont évalués, on fait une évaluation de groupe. Maintenant, les enfants vers qui on pense, bien sûr, c'est la psychologue de l'école qui fait ces évaluations, mais également la gananite. Et les enfants qu'on juge qu'ils peuvent avoir des difficultés, on programme en fait qu'ils iront l'année suivante dans alors il y a plusieurs structures. Il y a la structure des écoles spécialisées. Les écoles spécialisées, par exemple, les écoles pour enfants autistes, les écoles pour les enfants avec un retardement mental. Il y a de très très bonnes écoles, par exemple à Akko, il y a une école vraiment qui est fantastique. La directrice, c'est une amie et elle a boosté cette école. Très bien. Il y a des écoles pour les enfants autistes, bien entendu. Il y a des cadres pour... Ça part même des petits problèmes de langue, problèmes d'inversion des syllabes. Alors chaque enfant va être évalué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où donc la psychologue et la gananette vont faire un test de groupe, et puis après les enfants qui sont les plus faibles vont être testés individuellement de façon à ce qu'on puisse les orienter. Alors, à part ces écoles, pour terminer avec les cadres qu'il y a ici, à part les cadres très spécialisés, il y a aussi les cadres qui sont plus intégratifs, c'est-à-dire qu'un enfant peut être placé dans une classe spécialisée à l'intérieur d'une école normale, et cette classe ne va recevoir que des élèves d'un même type, c'est-à-dire les enfants avec des difficultés scolaires, les enfants autistes, les enfants qui ont des difficultés de comportement, le but par exemple. Étant toujours quand même, je pense en tout cas, de les pousser au maximum et surtout de leur faire arriver souvent à intégrer un cycle scolaire normal. Bien sûr. Tant que s'ils le peuvent, bien sûr. Mais c'est vraiment impressionnant cette poussée qu'il y a pour que, dépister les choses très tôt. Oui. Et puis deuxièmement, mettre les moyens pour qu'ils puissent intégrer une classe qui leur convient, mais souvent une classe de cycle normal le plus élevé possible. Ça, la prise en charge ne commence pas au Gan Chova, la dernière année de maternelle. La prise en charge, elle commence en fait à l'âge de 3 ans. Surtout dans la périphérie. Ici à Carmiel, on a vraiment cette chance-là que les enfants sont pris en charge dès l'âge de 3 ans, 3-4 ans, et on a des GAN spéciaux pour les petits qui ont des difficultés. Ma fille qui a un problème de langue, un peu de dyslexie, qui était un petit peu embrouillée entre le français et l'hébreu parce qu'elle arrivait à 2 ans. Tout de suite, on a eu donc la puéricultrice, elle devait avoir
2 ans et demi, 3 ans, qui nous a dit ben, l'an prochain, il faut trouver ce qu'on appelle, je crois que c'est bien Nashon, Oui, oui, oui. il faut trouver une structure spécialisée, mais justement pour qu'elle puisse s'intégrer tout simplement et arriver tout doucement ben, à son CP comme tout le monde. Oui. Mais ça a été une évidence pour elle, qu'elle nous en a parlé, qu'elle a bien insisté. Et c'est des gens qui suivent vraiment les enfants Tout à fait. de manière En fait, surprenante, à cet âge-là. oui, un enfant est pris en charge dès sa naissance par le ministère de la Santé, donc dans les cadres de la coupatroline, dans les cadres de ce qu'on appelle la Hitpatroutayalet, les cadres de développement de l'enfant. Et puis après, le relais est donné dans les cadres scolaires. Mais il y a toujours un contact entre les médecins, non, et les cadres scolaires. Ils se donnent des. Voilà. On a des réunions ensemble. On parle d'un enfant qui va passer d'une structure médicale à une structure éducative. Donc et il y a aussi un amour du travail d'équipe. Il y a quand même un bon lien entre les différentes parties. C'est ça qui fait un petit peu la force du système. Et en plus, surtout, ce qu'il y a la différence avec la France, par exemple, l'équivalent de la psychomotricité, ce qu'on appelle les occupational therapists, elles travaillent aussi bien au ministère de la Santé que dans les écoles. Donc, elles peuvent être déléguées dans les écoles aussi. Et elles peuvent suivre un enfant aussi bien dans des hôpitaux que dans des sections donc celles qui s'occupent du développement de l'enfant lui-même, personnellement. Voilà, donc, exactement. C'est bien. Et puis après, également dans les écoles. La même chose. Ça demande des moyens énormes, ça il faut le dire. Oui, c'est quand même. C'est surtout la coordination qui est importante, la coordination entre les différentes structures. Alors, à part, donc je reprends maintenant pour les cadres. Donc, on a parlé des écoles spécialisées, on a parlé des classes spécialisées dans les écoles normales, et puis après, il y a les structures d'intégration. C'est-à-dire qu'on peut avoir un enfant qui va être dans une classe spécialisée pour certaines matières, et pour les matières où il est plus fort, il va aller dans la classe mère, ce qu'on appelle sa classe mère, la classe qui correspond à son âge. Ou alors, c'est l'inverse. Un enfant va avoir il va être dans une classe normale, mais pour certaines matières où il a plus de difficultés, il va aller dans la classe spécialisée, ou alors il va être pris en charge par ce qu'on appelle en Ora Metakenes, c'est-à-dire en remédiation. Et puis, donc, il va sortir pour avoir des cours de soutien ou des cours de rattrapage ou de l'ergothérapie ou de la speech therapy. Donc, une thérapie de la parole, de la prononciation, je pense que c'est un peu de l'orthophonie. Voilà, de l'orthophonie, oui, je cherchais le mot. Et puis. Mais tout ça est mélangé, tout ça est mis ensemble. C'est-à-dire là, les écoles sont indépendantes en Israël. Elles ont le droit de choisir si elles veulent. Il n'y a pas de cadre rigide, administratif. La loi dit vous devez enseigner ça et comme ça et comme ça. Il y a toujours le programme. Ça, bien entendu, il y a le programme. Et en pas de plus, rigidité, par contre. Il n'y a pas de rigidité. On donne au chacun. Mais il y a quand même des cadres qui sont très définis. En particulier. Un cadre juridique, un cadre administratif qui est géré par le ministère de l'Éducation. Il y a des écoles pour les enfants qui ont des difficultés de comportement et on essaye ces enfants-là donc quand ils sont à l'âge de c'est-à-dire délinquance ou prédélinquance, mais la plupart sont des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou des difficultés des TDAH, des troubles de l'attention. Donc, ils sont soignés pour ça, ils sont pris en charge pour ça, et en même temps, on les dirige vers des spécialités professionnelles. En ce moment, en Israël, on fait beaucoup de publicité pour développer les cursus professionnels
assez tôt justement pour ces enfants. Pour les enfants autistes, c'est Plus- la même chose. Plus il y a quelque chose de général, plus on va prendre un problème tôt dans l'enfance, plus on va mettre le point sur ces problèmes, et Oui. plus on va réussir à réparer et puis à tirer les capacités donc, Oui. de l'enfant. Donc, ce qui est mis en avant, c'est de prendre les problèmes tôt et surtout de mettre un maximum de moyens Oui. le plus tôt possible. C'est un petit peu les variantes. En plus de ces cadres publics, disons, il y a beaucoup de cadres privés. Et l'avantage ici, c'est que la structure médicale comme la Compatroline, enfin, un peu comme la sécurité sociale. Oui, c'est la caisse complémentaire, on peut Voilà. dire, quelque chose entre les deux, entre la sécurité sociale Oui. et les caisses complémentaires. Voilà. Elles prennent en charge. C'est-à-dire, par exemple, moi, je travaille avec la Compatroline et Clalit, et les gens qui viennent chez moi en privé. Caisse d'assurance maladie, à savoir qu'en Israël, ce n'est pas un organisme unique, mais c'est plusieurs organismes qui sont un peu en concurrence et qui sont D'ailleurs, quand vous venez en Israël, faites très attention parce que quand vous arrivez à l'aéroport, il y a la caisse Maccabi qui vous attrape et qui vous fait signer. Et ça n'est pas toujours la meilleure caisse, la caisse de maladie. Enfin, nous, on est à la Clalit. Oui. Et on est très bien pris en charge. Ça dépend aussi des endroits. Oui, moi, je me rappelle à Haïfa, on était très bien nous à Clalit. Ouais. Ici, on essaie de faire chez d'autres. Il faut vérifier. Mais ne vous pressez pas pour signer pour telle ou telle caisse de maladie. De toute façon, ça prend 3 mois à peu près de changer de caisse de maladie. Voilà, donc pour les enfants autistes en particulier, parce que je sais qu'il y avait une question. Cette question. Est-ce que tu te souviens de la question? Parce que moi, je ne peux pas, je suis pas technicien. Mais est-ce que tu peux expliquer aux gens quelle était la question et peut-être qu'on va Alors, disons qu'à Carmiel, on a été un petit peu les pionniers en éducation spécialisée parce que à partir de ce centre qu'on a formé en 1986, il s'est développé beaucoup surtout de maternelle. Ensuite, il y a eu les cadres spécifiques pour l'autisme et des classes. On a créé des classes pour les enfants autistes. Tu estimerais à combien le nombre d'écoles spécialisées ou de classes spécialisées ici à Carmiel? À Carmiel. Presque dans toutes les écoles je sais qu'il y a dans une école, il y a une personne vraiment, et puis il y a des personnes qui sont spécialistes, non, des profs qui se sont spécialisés vraiment dans l'éducation de ces enfants. Donc, on a une très bonne classe dans l'une des écoles à Rabin. D'accord, au quartier ouest, au nouveau quartier, un petit peu, le nouveau quartier de Carmiel. Ou sinon, il y a vraiment beaucoup de... On est dans une des villes où il y a le plus de densité au niveau de cette structure. Je ne sais pas, mais disons que les cadres sont quand même assez intéressants et qu'un enfant va toujours trouver sa place ici. Et tu me dirais que le modèle de Carmiel a été répliqué? C'est vraiment Carmiel qui a été une sorte de ville test? Oui. Au début, vraiment, on venait un petit peu de partout pour voir comment on travaillait. Et puis après, ça s'est développé. Alors ici, maintenant, ce qui s'est développé en Israël, ce sont les maternelles, ce qu'on appelle les Gan Safa, pour les enfants qui ont des difficultés au niveau du langage, pour les enfants autistes aussi, dont le problème de communication est l'un des principaux problèmes. On a, qu'est-ce qu'on a encore les types Tralab aussi, tout ce qui est structure de quartier. Ça, c'est les structures normales de quartier pour tous les enfants. Pour les gens qui envisagent donc de faire une alia, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent maintenant, qui ont besoin d'un explicatif sur les structures spécialisées. Mais quand on est des enfants porteurs de handicap, ou qu'on est des enfants considérés comme peut-être turbulents ou qui ont un petit peu des difficultés à l'école, il faut savoir qu'en Israël, on n'est pas du tout seul. Et au contraire, vous allez très vite aller voir des gens qui vont venir vous visiter à la maison. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est-à-dire que les gens sont très conscients que vous arrivez dans un pays étranger. Vous avez parfois une maman qui est avec un bébé.
et puis qu'il y a deux autres petits à côté. Et puis on ne parle pas bien la langue. Et donc les gens, ils viennent à votre rencontre et ils vous aident à trouver des programmes pour vous intégrer. Et ça fait partie de l'intégration. Moi, je sais que comme tout au Lim, avec ma femme, on est arrivé ici à Haïfa, dans un quartier où il y avait beaucoup de montées, des enfants en bas âge. Les voisins ont vu que parfois ça criait, parfois il y avait des tensions chez nous. Ben, très vite, on a été aiguillés, on a été donc, voir un psychologue de la Tipatra, parce qu'il ne faut pas avoir honte d'aller parler, d'aller étaler ses problèmes, d'aller expliquer, voilà, j'ai un problème avec ma femme en ce moment, j'ai un problème de couple, et puis ça dépeint sur les enfants, et j'ai la grande qui fait la tête. Et ce qui se passe en Israël, il y a tout un ensemble de petites structures qui se mettent autour des gens. N'hésitez pas à l'utiliser. Et surtout, vous qui êtes en France, n'ayez pas peur de venir en Israël parce que vous serez réellement accompagné. Et certainement, je pense, au-delà de ce que vous pensez. Oui, moi, je connais bien les structures en France parce que donc, j'y vais assez souvent. Mais peut-être, je ne sais pas, on a de la possibilité de voir des questions ici. Pour l'instant, j'en vois. Si vous avez des questions, alors oui, écrivez-les. c'est un appel aux questions. Maintenant, il y a sur le forum. Moi, pour l'instant, je vois des coucous. Je vois votre question. On va peut-être continuer. Peut descendre, Ça roule, vous voulez ça. Alors, voilà. Question de Tion. Alors, Tion, oui. Alors, quel âge, d'abord, je voudrais bien savoir quel âge a votre enfant. On va peut-être lire la question pour ça que les gens soient Sion demande, pour un enfant qui a des troubles d'apprentissage qui s'expliquent par un TSA, donc un TSA c'est un trouble du spectre autistique. Comment fait-on en Israël pour le faire avancer? Notre enfant a besoin de beaucoup de prise en charge en France et nous n'arrêtons pas de courir, surtout ma femme. Est-ce que les prises en charge sont regroupées? Alors, effectivement, donc les prises en charge sont regroupées au sein de l'école, dans ce qu'on appelle, ou alors au centre, ce qu'on appelle MATIA, c'est-à-dire le centre régional pour l'éducation spécialisée, pour l'aide aux enfants qui ont des difficultés. Donc, dès qu'un enfant arrive ici, il va être déjà évalué. Et puis, on va définir quels vont être ses besoins pour essayer de le mettre dans une structure dans laquelle il recevra le maximum de soins. Le maximum de donc, ce n'est pas aux parents de se battre et d'aller chercher des centres. Alors, les parents doivent se battre des fois. Si, les parents doivent se battre lorsque la commission, parce que un enfant, pour recevoir tous ces soins, pour aller dans une structure spécialisée, doit passer une commission spécialisée qui regroupe l'inspectrice, la directrice de ce centre MATIA, de ce centre spécialisé. Est-ce que, par exemple, si on a déjà des documents en France, il faut passer, donc les documents vont aider à passer cette commission. Donc, il vaut mieux venir déjà avec des documents qui traduisent, si possible. Enfin, si vous avez des difficultés, je peux aussi vous aider, vous adresser à des gens qui peuvent traduire. Et puis, donc, ça vous aidera à passer le plus rapidement la commission. C'est le travail qu'on fait souvent à l'agence juive, donc au Work Center maintenant, à l'agence juive, avant de faire l'ALIA. C'est-à-dire quand il y a des dossiers médicaux un peu techniques, un peu peut-être lourds, il vaut mieux commencer à faire traduire, envoyer d'avance, peut-être contacter d'avance les endroits pour savoir si vous avez des bonnes structures à l'endroit où vous voulez faire votre ALIA. Donc, on s'adresse directement en fait à la mairie. C'est la mairie qui dirige aussi le département de l'éducation de la mairie qui va diriger les gens vers le centre spécialisé. Dans cette commission, il y a d'ailleurs toujours un représentant de la mairie, de la municipalité. Il y a un médecin, la psychologue, éventuellement c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de difficile à faire reconnaître ce droit. On est obligé de passer par cette commission pour que l'enfant reçoive
reçoivent cette. Mais c'est mis à cette aide. disposition, c'est pas quelque chose qui est C'est difficile une où il fois faut toutes les. lutter. Je crois qu'il y a 3 fois par an, D'accord. en général en début d'année, vers Hanouka ou après Hanouka et D'accord. après Pessah pour l'année suivante. En hiver, au Donc printemps. voilà. Donc il faut essayer de ne pas rater cette commission pour que l'enfant puisse commencer tout de suite. Si vous pensez venir au mois de septembre, donc essayez de passer une commission qui sera déjà avant, dans l'année. Alors, Question, il y a oui. Elan qui demande combien ça coûte. Combien ça coûte quoi? À mon avis, ça doit être. Un enfant qui est pris en charge dans l'école ne paye rien. C'est-à-dire que Oui, c'est un système. tout est pris en charge. Et ça va être pris en charge en fait jusqu'à un enfant qui a des besoins spéciaux est pris en charge, le ministère de l'Éducation jusqu'à 21 ans. Normalement, un enfant est pris en charge ici jusqu'à 18 ans, mais pour l'éducation spécialisée, c'est jusqu'à 21 ans. Donc, même s'il est après mis dans les pour les enfants autistes, pour les adolescents ou les adultes autistes qui vont aller dans ce qu'on appelle les hostels pour être plus indépendants, voilà. Là aussi, tout ça, c'est pris en charge. Voilà, il n'y a pas de coût. Si vous décidez de faire des choses en privé, c'est sûr que ça va vous coûter. Mais je vous dis, vous pouvez avoir, dans certains cas, une certaine participation. Ce qui peut coûter, par exemple, quand on décide de mettre une AVS, un enfant dans une classe normale avec une sorte d'AVS, une accompagnatrice, la mairie ne donne qu'un certain nombre d'heures et les parents peuvent payer, augmenter, mais disons que ça va être. Est-ce qu'il y a des associations qui aident? Est-ce qu'il y a des milieux? Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une lutte. Je ne dis pas que c'est facile. Ça dépend des cas aussi, des besoins. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un accompagnement en plus? Évidemment, il peut y avoir des activités extrascolaires. Si les activités extrascolaires sont vraiment bon marché pour les enfants, il y a après l'école ou après l'école, après le GAN, il y a ce qu'on appelle les moadonimes, c'est-à-dire que oui, des structures plus culturelles, plus sociales, comme ça, où l'enfant peut jouer. Il est accueilli par aussi une équipe spécialisée aussi. Donc abordable et subventionné. Oui. Ça, c'est vraiment subventionné par la municipalité. Maintenant, je crois que je ne dis pas encore, Sandrine, tu dis bravo de rassurer les parents. Je ne dis pas que tout est facile. Très souvent, il faut lutter quand on veut, par exemple, que qu'un enfant soit dans un cadre normal, alors que la commission a décidé de le mettre dans un cadre spécialisé. Là, la lutte peut commencer ici, mais les parents ont des droits. Les droits sont bien définis par des lois internes. Et donc, voilà, on peut arriver quand même. Si on est dans une démarche qui est bien construite, qui est saine, on doit arriver à peu près à. Oui. Je pense que on projette. Oui, voilà. Et puis, je pense que aussi il y a une plus grande, disons, une plus grande volonté maintenant d'intégrer les enfants le plus possible. Voilà, le sujet de l'éducation spécialisée est énormément enseigné dans ce qu'on appelle les Michlallot, dans les collèges académiques. Moi-même, je travaille dans ces collèges-là, donc comme à l'université. Et j'enseigne donc l'éducation spécialisée. Et on a pas mal de personnes, disons d'étudiants et même des gens qui viennent faire des cours de formation continue. Voilà, comme maintenant j'ai commencé, enfin ça fait déjà pas mal d'années que je fais des formations en France, justement sur les méthodes de remédiation. Donc tu as un aperçu de ce qui se passe en France. Exactement. Et en même temps de ce qui se passe en Israël. Si tu devais comparer,
voir des points de comparaison pour qu'on puisse se faire une idée, parce que je me mets un peu à la place des gens qui ne sont pas ici. Quand on est ici, bon, on sent une mentalité, on sent qu'il y a cet esprit, quand même un esprit d'ouverture et puis d'entourage comme ça qui n'est pas forcément plaisant. Hein. Des fois, on se dit, on a envie de dire aux gens, oui. ça va, c'est ma T'as fille, resté en Israël, hein. je ne dis pas comment, etc. Mais on sent cet appui-là. Et c'est pas facile de se l'imaginer quand on ne connaît pas Israël. Donc, vous qui avez justement cette connaissance des deux côtés, alors il y a par exemple quelque chose d'inadmissible en France, c'est qu'un enfant autiste, par exemple, va être scolarisé une journée ou 2 journées par semaine. J'ai vu des enfants qui restaient à la maison parce que les directeurs d'école avaient refusé de les intégrer. Et j'en ai vu beaucoup. Et ici, c'est absolument inadmissible. D'ailleurs, c'est interdit par la loi. Chaque enfant, dès l'âge de 5 ans, doit être obligatoirement scolarisé. Et si vous avez le malheur d'aller, enfin le malheur plutôt, disons, si vous partez en vacances 8 jours sans prévenir l'école, on vous fait venir la police. Nous, ça nous est arrivé. On était partis et puis quand on est revenu, le directeur nous a convoqués en nous disant maintenant, si vous voulez, je vous fais enfermer parce que vous ne nous avez pas prévenu, vous n'avez pas le droit de déscolariser un enfant. Alors, pas de panique non plus. On peut toujours aussi s'expliquer. Il faut simplement, en France, demander, en Israël, malheureusement, contrairement à pas mal de choses que j'ai vues en France, il n'y a pas de politique de l'autruche. Si quelqu'un pense que vos enfants ne sont pas bien, même si c'est un voisin éloigné, eh ben, il va le dire, il va le dire à l'école, il va bouger. Oui. Bon, d'un autre côté, on s'explique, et puis voilà, ça arrive d'avoir des gens des services sociaux qui viennent, et on dit, on s'est un peu engueulé dehors, etc. Est-ce que les dossiers sont à refaire chaque année comme en France? Non. Un enfant, en général, donc il repasse chaque année la commission, mais disons que c'est un accord tacite, c'est-à-dire que si la Gananet et les profs sont d'accord ou pensent que l'enfant doit encore rester une année, donc il va encore rester. Je crois que il faut refaire tous les 3 ans, il me semble, mais je ne me rappelle plus. Oui, je ne me rappelle plus. Mais de toute façon, c'est à partir du moment où l'enfant est rentré dans une structure, dans un système qui le suit, oui, on peut dire la psychologue va va réévaluer l'enfant. Donc ça, c'est important parce qu'il n'y a pas à chaque fois à revenir et puis revenir, rechercher des équipes, rechercher des structures. Même si vous déménagez, ça c'est important de dire. C'est-à-dire qu'il y a un suivi et qu'au niveau national, il va être conseillé, on va vous conseiller pour trouver les bons endroits. Oui, il y a une chose qui peut être un peu plus difficile pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. On demande aux parents de faire ce qu'on appelle un test psychodidactique. Très souvent, c'est au compte des parents, mais il y a certaines écoles qui prennent ça à leur charge et qui le font au sein de l'école. Donc voilà, ça dépend. Certaines controlling aussi rembourse une partie. D'où l'importance de se faire conseiller quand on a ce genre de problème avant pour savoir quelle caisse d'assurance rembourse les soins. C'est une démarche que vous conseillez de... Oui, bien sûr. Il faut vraiment bien connaître la structure, demander à des gens mais vous trouverez toujours des gens qui vont vous conseiller. Ilan demande ce qui se passe après 21 ans. Donc les enfants, enfin les personnes, ça dépend de leur cursus. Pour les enfants autistes, en ce moment, par exemple, il y a beaucoup d'universités qui se créent pour les personnes autistes de haut niveau, par exemple. Beaucoup sont pris à l'armée, même les enfants avec des trisomies 21 qui sont pris à l'armée. On essaye de les intégrer au maximum dans les structures sociales. Il y a quand même en Israël une vision sur le handicap qui est différente, je trouve, aussi en France. Il n'y a pas cette distance, cette espèce de regard un petit peu de côté. Bon, ça existe.
Mais Mais, on sent que quand même, il y a beaucoup de... Du point de vue au niveau de l'éducation, c'est autre chose. Alors, après 21 ans, c'est sûr que c'est un problème. C'est pour ça que il faut bien s'occuper avant que l'enfant atteigne ces 21 ans-là pour qu'il puisse soit faire un cursus à l'armée, soit faire des études, même dans des cadres spéciaux, ou alors commencer à travailler. C'est plus facile, je pense, en Israël d'employer des personnes handicapées qu'en France. J'ai participé là en juin dernier à un colloque à Marseille. Remboursé, donc un patron qui cherche un... Ils ont des avantages. C'est quasiment totalement. Ils ont des avantages. Pas complètement, mais il y a vraiment des structures, par exemple à côté de Carmiel, à côté de chez nous, on a une structure dans un kibbutz qui fait travailler les personnes handicapées dans des chenilles avec des animaux, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore il y a quand même pas mal de entouré choses, par des éducateurs, des gens ah oui, qui vont bien sûr. C'est magnifique. Il y a des choses à faire encore, hein, ça c'est sûr. Mais disons que je sais que c'est beaucoup plus facile qu'en France. Sion, vous êtes, je crois, de Marseille. Et puis, donc il y avait ce colloque à Marseille, et puis il y en aura un autre. Je vous conseille d'y aller aussi. On avait essayé de faire venir tous les organismes comment on appelle, les organismes de formation, justement pour qu'ils prennent en charge la formation des personnes autistes. En France ou en Israël? France, ça c'était en France. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait absolument rien pour eux. Alors qu'ici, c'est un petit peu plus développé. Mais c'est sûr que ça reste encore à être développé. Voilà, la remédiation cognitive, si on demande si la remédiation cognitive existe, bien entendu. Donc si moi je forme des gens en remédiation cognitive, et puis il va y avoir une formation à Marseille si ça vous intéresse, donc comme ça pour que vous puissiez la faire. Non, mais c'est important parce que toi tu fais partie déjà de notre groupe WhatsApp. Oui. Mais est-ce que les bilans qui ont été réalisés en France sont pris en compte, ou il faut refaire le parcours du combattant? Non, ils sont pris en compte. Oui, bien sûr, vous allez les apporter ici, vous allez les faire traduire, et puis ils vont être pris en compte. Mais ce qu'on demande quand même, c'est qu'il y ait un médecin coordinateur. C'est-à-dire que ces bilans que vous avez faits vont être, vous allez voir un médecin qui est spécialiste dans ce cas-là de l'autisme, voilà, et qui va en fait essayer normalement de faire qui va devenir votre médecin référent, si vous voulez, face à la commission. Donc vous êtes quand même obligé de passer par un médecin qui va refaire un petit peu tout le résumé de tout ce que vous avez fait. Ce qui est normal, voilà, d'une certaine manière, parce que vous passez d'un système de santé à l'autre. Voilà. Donc, mais il faut faire quand même très très attention, parce que les diagnostics en France sont souvent très définitifs. Et là, quand je vous dis ça parce que j'ai vraiment eu le cas maintenant d'un enfant qui avait été défini comme autiste, je crois même sévère ou quelque chose comme ça, alors que il était autiste Asperger de très très bon niveau, et la maman voulait le mettre dans un GAN normal avec une AVS, et le médecin, ayant lu les comptes rendus, a dit ben non, il faut qu'il soit dans un cadre spécialisé. Donc il y a eu une très grande guerre. Donc il faut quand même faire attention à ce qui est écrit dans votre diagnostic. Voilà. Prendre l'avis, déjà
rencontrer un spécialiste et puis prendre son avis une fois qu'on est arrivé en Israël. Oui. Voilà. Alors, par Ça rapport coûte rien de parler aux gens. Oui, tout à fait. Après 21 ans, donc l'enfant, la personne est prise en charge par le Bitoire Leumi, donc c'est la sécurité sociale. Donc là, ils ont des aides financières, pas énormes, mais ils ont quand même une espèce de pension qui va quand même aider. Alors, quand même des aides au logement, un petit peu, pas trop. Disons que c'est un petit peu le problème ici pour tout ce qui est du Bitoire Leumi, la sécurité sociale, c'est très faible par rapport à ce qu'on reçoit en France. Mais voilà, ça existe quand même. Alors, votre fils a presque 11 ans, donc il sera intégré, si vous venez ici, il sera intégré dans une classe, donc dans une école en fonction de ses capacités. Donc, il y a sur Carmiel en général. Oui. Oui. Sur Carmiel, il y a quand même une très très bonne équipe psychologique. Hein. Il y a le centre, ce qu'on appelle le Chirut Psychologie, le service psychologique. Et il y a une équipe très très bonne. Vraiment, je les connais tous et ils travaillent vraiment très très bien. Donc vous passerez également par eux. Voilà à peu près. Alors, alors s'il y a d'autres questions, c'est le moment peut-être d'en poser. Moi, j'ai l'habitude, Fabienne, de demander aux gens qui interviennent si vous avez 3 conseils, 3 clés en or à donner à des familles qui voudraient faire leur aliyah. Ils ne connaissent pas du tout Israël. Bon, peut-être qu'il y a un problème d'enfants porteurs de handicap, peut-être pas, mais en général, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Déjà, encore une fois, de ne pas attendre d'aller à la découverte vous-même et de ne pas attendre qu'on vienne vers vous, parce qu'on ne viendra pas. De ne pas penser que tout vous est dû, parce que rien ne vous est dû, et puis on fait tout pour nous le faire savoir. Je vous dis, c'est pas tout rose, mais disons que si on est décidé à s'intégrer, il faut avoir une certaine force et la foi, exactement. Qu'on soit laïque ou pas, parce que j'ai eu des interventions de certaines personnes qui nous demandaient, alors moi, comme j'étais intervenu, je ne quitte pas, nous on n'est pas religieux ou laïque ou ceci ou cela, on est là pour informer les gens, faire connaître les opportunités qu'il y a en Galilée, quelles que soient ses croyances ou pas, mais je pense que même si on est très athée, on peut avoir la foi dans les choses, on peut avoir la foi dans ce qu'on veut faire. Je ne suis pas religieuse, je travaille avec les écoles religieuses ici, j'ai un très très bon contact avec la rabbinite ici de Chabad de Carmiel, à Carmiel ils ont créé des écoles, des maternelles de Chabad, de très, très bonnes écoles, très bonnes maternelles, les écoles je les connais moins. Il y a un centre aussi d'Ati. Oui. Il y a une école aussi pour les filles qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc voilà, il y a pas mal d'écoles religieuses qu'on appelle Mamlarti Dati, c'est-à-dire qui sont religieuses, mais qui suivent le programme. Si vous voulez suivre les formations sur Marseille, téléphonez-moi ou envoyez-moi votre mail, je vous enverrai les dates. Et puis, il faut peut-être s'inscrire sur le groupe WhatsApp. Par WhatsApp, on peut se communiquer. Oui, si vous voulez. Si vous rentrez dans l'Internet, vous marquez Fabienne Bétan et puis vous verrez mon mail. Sinon, vous me l'envoyez, je vous enverrai toutes les informations. Et puis, ça vous permet ici quand même il y a plusieurs personnes qui ont été formées et puis qui ont Fabienne Bétan, alors on va dire, donc, parce que nous, peut-être on a écorché peut-être votre nom en publiant, alors ce serait B-E-T-A-N. Voilà. D'accord, et donc psychomotricienne.
Oui, voilà, vous allez voir tout ce qui est Sur Marseille. marqué. Ben, sur Marseille, il va y avoir pas mal de choses. Et enfin, d'ici, il y a un grand colloque qui va être encore une fois organisé en environ de mars prochain. Et en novembre, je serai là-bas pour faire des interventions avec les parents. Donc voilà, je pourrais vous donner d'autres informations par rapport à Israël pour ceux qui voudront. Alors, y a-t-il un système ALD, aide de longue durée en fonction de la maladie? D'abord, un enfant, dès qu'il est reconnu comme handicapé, il est donc pris en charge, il est inscrit au Bitoire Leumi et il va être toujours, voilà, il va être toujours pris en charge, si vous voulez. En moins d'un miracle, peut-être, comme expert, mais c'est vrai que si c'est des handicaps même si, par exemple, vous avez, alors, oui, ça, il vaut mieux se faire prendre en charge le plus tôt possible pour que l'enfant ait déjà, quand il soit âgé, quand il soit plus âgé, qu'il ait déjà cette reconnaissance et que les parents aient une certaine... oui, et puis quand même, ça, même si le coût, même si beaucoup de choses sont prises en charge, beaucoup de parents veulent faire des choses en privé et puis ça coûte quand même. Donc, il vaut mieux avoir cette subvention du Bitoire Leumi. Même par exemple, si vous avez juste un enfant qui a un TDAH, des troubles de l'attention avec hyperactivité, s'il est reconnu donc par la commission éducative, vous pouvez avoir une baisse de 10% dans vos impôts, par exemple, des choses comme ça. Vous voyez, il y a plusieurs, il y a des droits, voilà, oui, des choses comme ça qui peuvent. Alors, encore une fois, je ne dis pas que tout est rose, mais c'est sûr que c'est pour les enfants, il y a des structures qui sont beaucoup plus adaptées. Proche aussi, une proximité des gens. Je trouve qu'il y a une facilité d'accéder aux gens dès qu'on a un problème. On sent qu'il y a une équipe, justement, ces équipes de psychologues dont vous parliez au début de l'intervention. On sent qu'ils sont là et on les voit entre parents, que ce soit avec des jeunes qui ont du mal à s'intégrer à cause de l'ALIA, à cause des problèmes de langue, etc. Ou alors des jeunes qui ont peut-être des problèmes un peu plus prononcés. On se sent entouré quand même ici. On voit que les gens cherchent à pousser les enfants. Oui, oui. Mais de toute façon, ici, on est vraiment soutenu par les lois qui sont appliquées au niveau de l'éducation, aussi bien pour le comportement des profs, aussi bien pour donc la présence des enfants à l'école. Je vous dis, un enfant, peu importe quel soit son handicap, n'a pas le droit de ne pas être scolarisé. Alors, il y a aussi ce qui est reconnu ici en Israël, c'est l'éducation à la maison. Mais il y a aussi des lois pour donc, ça. C'est-à-dire, vous prenez votre enfant et vous lui faites l'école à la maison, mais vous devez présenter le programme au ministère de l'Éducation. Il y a aussi tout un processus qu'il faut prendre. Sans être rémunéré, il y a une rémunération? Ah non, 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 non. C'est vous qui décidez de faire l'école à votre enfant. Beaucoup plus difficile quand on fait une année. Surtout quand on fait une année. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Ça dépend des cas de l'enfant. Oui. Pour les enfants autistes aussi, il faut savoir que en Israël, il y a des centres qui prennent les enfants en charge jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire qu'ici, on reconnaît déjà qu'un enfant autiste, on peut diagnostiquer un enfant autiste très très jeune, et donc il est pris en charge, et il y a eu, enfin vraiment dès la petite enfance, et il y a eu des très très bons. Ah oui, 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 toute une technique, on travaille selon une approche, l'approche de Greenspan, c'est ce qui nous intéresse, et oui, avec jusqu'à l'âge, c'est à Rosh Pina d'ailleurs, c'est pas très loin d'ici, et ce centre accueille des parents, la famille entière pour prendre soin de l'enfant. C'est privé, mais c'est sûr que ça marche. Les gens vont habiter là-bas à Rosh Pina. Oui, pendant 3 mois ou pendant... pour pouvoir consolider l'enfant. Magnifique, magnifique.
Alors voilà. Alors, la Coupatrolim s'associe au Bitoire Léomi pour la prise en charge. Non, ce sont deux instances différentes. Le Bitoire Léomi va donner comment dit-on, une subvention pour les parents mensuelle, comme une pension, comme ça, jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ou 21 ans, je ne sais pas exactement. Ce sont les parents qui vont la recevoir. Et puis après, c'est l'enfant lui-même. Mais la Coupatrolim, c'est pour les soins. C'est-à-dire que pour un enfant qui a besoin, disons, d'orthophonie ou de soins psychologiques ou de soins... alors, un enfant jusqu'à l'âge de... On pourrait dire que le Bitoire Léomi, ça recoupe certaines choses qui sont du domaine de la caisse d'allocation familiale en France, voilà. Donc qui ne sont pas définies de la même manière, alors que la Coupatrolim, c'est vraiment la caisse de soins elle-même qui va vous donner des médecins. Donc les médecins travaillent à la Coupatrolim et vous envoyez vers tel hôpital, tel soin. Un enfant, par exemple, jusqu'à l'âge de 8 ans, a droit à, par la Clalit, les autres coupotes, je ne sais pas, a droit à 45 sessions de thérapie dans différents domaines et il ne va payer que 30 shekels, par exemple. Et le reste est payé directement, enfin la coupa paye directement l'intervenant. Donc 8 € à peu près. Voilà, des choses comme ça. Mais encore une fois, ça dépend des coupotes, tout ça. Donc il faut aussi se renseigner. Moi, je vous conseille de vous renseigner sur les Coupatrolim avant de partir et de ne pas attendre d'être là. Il faut vraiment faire le bon choix. Il faut trouver des francophones qui... Moi, je peux vous aider de toute façon. Ceux qui ont besoin, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone et m'appeler. Je vous aiderai. On va, si tu permets, quand on diffusera la vidéo, à ce moment-là, on pourra faire un petit encadré avec tes coordonnées. Oui, bien sûr. Et j'avais pris contact à l'époque avec un représentant de la Coupatrolim aussi, Clalit, pour lui dire que c'était dommage que beaucoup de Français allaient vers d'autres coupotes. Et ils avaient commencé quelque chose. Pour l'instant, enfin, je pourrais reprendre contact avec lui et puis vous donner ses coordonnées. Je pense qu'ils sont très, très... c'est vrai que pour certaines finesses, au bout d'un moment, on se débrouille en hébreu, mais quand les problèmes sont assez fins, il vaut mieux aller trouver. Il y a quand même beaucoup de spécialistes francophones aussi. Un peu partout et même ne serait-ce que c'est des gens, il ne faut pas hésiter ici à poser des questions, à rencontrer les gens ne vont pas vous faire la tête parce que vous allez les voir, parce que vous voulez déranger leur travail. Il n'y a pas cette espèce de grade de professeur de vous déranger ou de gens très importants. Les gens sont très accessibles. Dès qu'ils peuvent, ils aident en général. Bon, on peut tomber sur un cas particulier, mais bon, pour l'instant, en tout cas, nous, quand on a cherché, on a toujours eu des bonnes réponses, surtout des francophones, parce que évidemment, on voit des gens qui sont assoiffés quand on a un problème, je suppose, de santé avec les enfants et qu'on n'arrive pas à comprendre. Notre fille a été hospitalisée sans qu'on le demande, alors qu'on parle assez bien hébreu, donc on avait compris les choses. Et ben, on nous a envoyé d'office quand même le chirurgien français d'origine qui nous a traduit les lettres d'opération, les constats de l'opération. Donc, il y a quand même une ambiance d'ouverture. On est dans un pays d'immigration, les gens ont l'habitude de voir des gens qui ont des problèmes de langue. Donc, il ne faut pas non plus paniquer par rapport à ça. Il faut surtout pas se renfermer et aller toquer à des portes, Voilà, exactement, oui, ça c'est... Il y a une autre question. Il y a une autre question. Alors, en prenant une assurance privée en plus, est-ce plus confortable? Alors, là, ça, il faudrait consulter quelqu'un de plus spécialiste parce que moi, je me suis fait avoir avec ces assurances privées. On en avait plein. Et il s'avère que finalement, quand j'en ai eu besoin, malheureusement, on n'avait plus droit à rien du tout. Alors, ça, il faut bien se renseigner. Que ce soit dans le domaine du logement ou dans le domaine de la santé, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'assureurs comme ça en Israël qui assurent surtout leur poche en général. Parce que je me rappelle de mon oncle qui avait pareil des problèmes à sa maison de fuite.
Et donc, il a appelé l'assurance, il a payé une assurance pendant des années. Il a appelé une assurance et puis il a vu débarquer un peintre comme ça, qui est venu regarder son plafond, qui lui a dit: ah oui, oui, ça vient du voisin du dessus. Et donc, mon oncle est parti et donc on habitait chez lui. Puis on voit 2 jours ce même monsieur qui vient au-dessus chez des voisins du dessus et qui a déclaré que non, ça vient, c'était pas de leur faute. Il faut faire attention à ce genre de choses. Mais les assurances supplémentaires, elles sont données en Israël, il y en a énormément. Et on fait énormément la publicité. Donc il faut bien connaître. Nous, pendant des années, on avait. Enfin, mon mari travaillait à Bézek, il est maintenant à la retraite. Et puis, donc on payait. Voilà, oui. Télécom. Société, oui, comme les télécoms. Et donc, par le travail, on avait une assurance privée. On pensait qu'elle était très, très bonne. Moi, j'en avais une par le ministère de l'Éducation également. Je pensais qu'elle était très, très bonne. Et puis, quand on a voulu faire une demande pour... bon, j'ai été malade, j'ai voulu faire une demande de remboursement, en fait, d'aide. Et puis, tout d'un coup, ça ne rentrait dans aucun des paragraphes du contrat d'assurance. Donc, il faut bien faire attention à tout ça. Voilà, il vaut mieux pour ça consulter un spécialiste. Et à la limite, quand on arrive en Israël, on a oui, aussi ça, je pense que c'est pas une urgence. C'est pas une urgence. C'est pas il y a une un bon urgence. système déjà à la base. Oui, je pense qu'il vaut mieux d'abord trouver la bonne coupatrolim, le bon cadre pour les enfants, et puis après, bon, si vous en avez les moyens, parce que c'est aussi assez cher, vous pouvez vérifier les assurances privées, et voilà, quand vous connaîtrez bien le système et quand vous saurez disons, réagir à toutes. Ici, on va très très facilement vous convaincre d'acheter un petit peu n'importe quoi. Il y a certaines personnes qui disent que les Juifs sont de bons vendeurs. Oui. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Tout à fait. C'est un pays juif. Mais tout va bien, on y est bien. Eh bien, on a un remerciement de Sandrine. Donc, j'espère que tu as que tu as compris, Ilan, que si tu veux, le Bitou Aloumi, ça recoupe certaines compétences de la CAF, de la Caisse d'assurance familiale. Et donc, quand tu parles des coupotes Roulim, c'est vraiment tout ce qui touche à la médecine, aux médicaments, aux soins directement. Donc, les responsabilités de ces deux institutions ne sont pas délimitées de la même manière qu'en France. Mais il y a à peu près les mêmes choses à peu près au final. Donc voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser aussi par mail, il n'y a pas de problème. Et puis par WhatsApp, oui, tout à fait. J'essaierai dans le groupe WhatsApp. On va, si tu le permets, mettre tes coordonnées quand on publiera la vidéo. On te dit vraiment merci parce que vous ne savez peut-être pas, mais ici il fait bien chaud. Je sais qu'en France c'est la canicule. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour venir expliquer aux gens, puis de faire connaître. Je suppose que, et j'espère que tu pourras aider aussi des gens. Il n'y a aucun problème si vous venez ici, si vous avez besoin de bilan, de choses comme ça. Enfin, on s'adresse beaucoup de conseils aussi. Je suis souvent sollicitée justement pour voir des enfants français qui vont s'inscrire dans les écoles, dans les internats, dans les écoles ici dans les environs, pour faire des bilans, pour donner un avis, tout ça. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez m'appeler. Merci beaucoup François. Fabienne Bétan, et ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui prennent leur temps parce que tu as pris ton temps. Oui, ça m'a fait plaisir et je souhaite bonne chance à tout le monde. Et en tout cas, donc la réponse au titre de notre intervention ce soir. Alors, oui, on peut envisager de faire l'ALIA avec des enfants qui sont porteurs de handicap. Et on peut se dire qu'on sera soutenu. Bien sûr. Donc voilà. Et à Carmiel encore plus. C'est une très très belle région. Et voilà. Israël, c'est le plus beau. Carmiel, je dis toujours que là où j'habite à un endroit qui s'appelle Kamoun,
comme ça, comme le Cameroun, et je dis toujours que c'est le centre d'Israël. Voilà, pour moi, c'est le centre d'Israël. C'est vrai qu'il y a une superbe vue. Magnifique. C'est une montagne en pointe là qu'on voit au-dessus de Carmel. Et c'est presque comme au niveau distance, c'est presque comme un quartier de Carmel. C'est Oui, tout à fait. 5 minutes, 10 minutes de voiture. Ouais. Et vous avez, je crois, une vue sur la Méditerranée et le Kinneret. Et ou le non Kinneret, on voit le Kinneret, on voit un petit peu tout. Tu as des chambres d'hôtes aussi. Oui. Oui, tu as Oui. combien Ah, moi, Oui. pour l'instant, on est, disons qu'on n'est pas trop occupé à ça, mais on peut recevoir des chambres. Oui, et puis sinon, il y a d'autres Il y a un endroits. Timerim, t'as un Timerim. Il y a... Non, c'est pas un C'est pas un Timerim. Timerim. Ah, je croyais que Une chambre d'hôte. Des chambres d'hôtes, mais il y en a d'autres. Ceux qui veulent visiter l'endroit, je vous Ça vaut le coup. dirigerai Nous, vers d'autres Timerim, des chambres d'hôtes et tout ça. on conseille de visiter le Misgab, donc c'est Oui. comme Un endroit très beau. des collines sur les hauteurs. Il y a beaucoup de choses à voir, de très très belles vues. Aussi à Carmel, il y a de très belles vues. Moi, je rentrais tout à l'heure avec mes petites filles là. Je me disais quand même j'ai de la chance. Je suis dans une rue, je vois les montagnes, je vois Ouais, c'est vrai. c'est agréable. Merci Bien. beaucoup à tous de nous Merci. avoir suivis. Merci Françoise Allez. Bétan. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Fabienne Bétan. Est-ce qu'on peut se mettre